Bonjour, dans la série des vidéos d'électricité, on a vu le condensateur et la bobine. Ces deux composants, de point de vue énergétique, sont considérés comme des réservoirs d'énergie emmagasinée. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à la question suivante. Que se passe-t-il lorsque le condensateur chargé est branché aux bornes d'une bobine? J'aborderai ce sujet à travers un exercice concernant l'étude théorique des oscillations libres en régime pseudo-périodique. Après avoir fait un rappel sur les différents, régimes des oscillations électriques et aussi l'étude énergétique d'un circuit oscillant. L'exercice s'adresse spécifiquement aux élèves en sciences maths et en sciences physiques. Alors, commençons à faire un rappel sur les oscillateurs électriques. Donc, que se passe-t-il lorsqu'on relie un condensateur chargé à une bobine? Alors, lorsqu'on relie un condensateur de capacité C chargé initialement avec une bobine d'inductance L et de résistance interne R, le condensateur se décharge et se recharge alternativement en faisant apparaître des oscillations électriques libres. Ces oscillations, on peut les visualiser sur l'écran d'un oscilloscope à bicourbe branché aux bornes du condensateur. L'expérience montre qu'il existe trois régimes d'oscillation. Et ces régimes-là, ce sont suivant la valeur de la résistance totale du circuit, qui est la résistance du conducteur ohmique et la résistance interne de la bobine. Alors, commençons par le premier cas, où la résistance totale est très faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre, par exemple, en absence d'un conducteur ohmique, donc R égale à 0, et en considérant que la résistance de la bobine est très négligeable. Alors, qu'est-ce qu'on va observer sur l'écran de l'oscilloscope? Alors, la visualisation de la tension aux bornes du condensateur va nous donner la courbe ou l'évolution de la tension IC de T. Donc, cette évolution de IC de T, comme on l'observe ici, c'est une fonction IC de T est une fonction périodique, hein, de période T. C'est la période propre, hein, c'est la période propre c'est-à-dire la période propre des oscillations. Et cette période propre-là, on le note T0. Alors, dans ce cas, on observe que l'amplitude des oscillations reste constante au cours du temps. On dit dans ce cas-là que les oscillations sont sinusoïdales, libres, non amorties. Et le régime ici est appelé régime périodique de période propre T0. Alors, le deuxième cas, c'est le cas où R est faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en prenant un conducteur ohmique de résistance par exemple de 20 ohms ou 30 ohms plus la résistance interne de la bobine. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur l'écran de l'oscilloscope? Alors, on observe cette courbe-là. Alors, vous remarquez bien que cette courbe IC de t, ou l'amplitude de IC de t, diminue au cours du temps. Hein, diminue au cours du temps. Et cette fonction-là, IC de t, n'est pas périodique. Donc, on dit qu'elle est pseudo-périodique. Donc, on conclut que lorsque R est faible, l'amplitude des oscillations n'est pas constante, elle diminue exponentiellement en fonction du temps. On dit que les oscillations libres
s'amortissent et le régime est pseudo-périodique. Elle est caractérisée par une pseudo-période qu'on le note grand T et qu'on peut le considérer en première approximation que T, c'est-à-dire le pseudo-période T, est égal à peu près T0. Et aussi une remarque que l'amortissement des oscillations est d'autant plus important que R est grand. Et enfin, le troisième cas où R est très grand, très élevé. Donc, qu'est-ce qu'on va observer sur l'écran de l'oscilloscope? Donc, on observe qu'il y a absence d'oscillation. Donc, le régime ici, c'est un régime apériodique. Donc, R ici, c'est à peu près 100, plus la résistance interne. Donc, en conclusion, R est élevé, il n'y a pas d'oscillation, le régime est apériodique. Alors, maintenant, pour le régime pseudo-périodique, qui nous intéresse, nous, dans cet exercice-là, elle est caractérisée par un pseudo-période T qui représente la durée séparant deux passages consécutifs par la valeur nulle de UC de T ou I de T. Elle est pratiquement pour R faible égale à la période propre du circuit LC. Comme vous observez ici, que cette période-là, T, on peut le mesurer ou le calculer à partir de la courbe de cette façon, c'est-à-dire entre deux crêtes. Entre deux crêtes, on le mesure, c'est-à-dire le temps, ou delta T ici, cette delta T-là est égal à la pseudo-période grand T. Mais attention ici, pratiquement, pour calculer ce T-là, on choisit, c'est-à-dire on choisit des périodes, beaucoup de périodes, 3 ou 4, de telle façon que le résultat soit un peu précis. Par exemple, pour moi, je prends ce cas-là ici. Donc, combien de périodes j'ai ici? 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai dit 4T est égal à cette valeur-là. Cette valeur-là, c'est à peu près 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,25. Ici, c'est 3,25, car 3,5 ici. Donc ici, 3,25. Donc, j'ai ici 4T est égal à 3,25 millisecondes et je calcule T. Aussi, la formule de T, lorsque je fais cette approximation-là, alors T est égal à peu près T0 est égal à 2 pi racine de LC. Et ça, vous avez montré ça dans le cours lorsque vous faites une étude théorique de LC. Alors maintenant, passons à l'exercice. Le sujet de cet exercice est l'étude théorique des oscillations libres en régime pseudo-périodique. L'énoncé de cet exercice: un circuit électrique comporte en série un condensateur de capacité C est égal à 1 microfarad, initialement chargé sous une tension U est égale à 6 volts. Une bobine B d'inductance L est égale à 0,2 Henry et de résistance interne R est égale à 5 ohms. Un dispositif d'acquisition permet de suivre l'évolution de l'intensité de courant I de T dans le circuit en fonction du temps, et il est représenté sur le graphe ci-dessous. Voilà le graphe, et remarquez bien ici qu'il y a ici une tangente à cette courbe-là, à T égale à 0. Première question: de quel régime correspond la courbe ci-dessus? Justifiez votre réponse. Deuxième question: établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I de T qui traverse le circuit. On pose lambda est égal R sur 2 L. La solution de cette équation différentielle est de la forme I de T est égal à E moins lambda T
cosinus de 2π sur grand T fois T plus phi. Déterminer A, phi et grand T à partir de la courbe. Quatrième question, déterminer la variation de l'énergie d'oscillateur entre les instants T1 égale à 0 et T2 est égal à 7 sur 4T. Donner une explication à cette variation. Alors, cet exercice-là, il présente quelques difficultés. Parmi ces difficultés-là, la première difficulté, c'est la détermination de l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I de T. Alors, comme vous le savez, nous sommes habitués de déterminer l'équation différentielle vérifiée soit par UC de T ou I de T, mais nous ne sommes pas habitués à les déterminer facilement à partir de I de T. Alors, dans ça je le considère ici comme une difficulté, car on a besoin ici d'une petite transformation qu'on le verra dans, c'est-à-dire dans la correction. Pour la deuxième difficulté, c'est la solution de cette équation différentielle. Alors vous observez bien, ou là vous constatez bien que cette solution-là est aussi, nous ne sommes pas habitués sur cette forme-là. Hein, c'est cette forme-là de solution. Mais l'exercice ou là la question nous demande simplement de déterminer les constantes A, T, phi. Donc à partir de la courbe. Alors dans ce cas-là, on va exploiter la courbe. Oui, c'est une difficulté qui a un petit peu, que nous ne sommes pas habitués à cette détermination-là. Pour la troisième difficulté, c'est la détermination de la variation de l'énergie d'oscillateur entre deux instants, T1 et T2. Bon, cette question-là se pose couramment dans les examens, c'est-à-dire depuis le changement du programme 2000, première baccalauréat 2007, toujours ce type de questions, et il se pose soit pour les SVT, ou soit pour les PC ou les sciences maths. Mais j'ai dernièrement discuté ce problème-là avec mes collègues, quelques collègues, des profs de sciences physiques, qui constatent qu'il y a une contradiction c'est-à-dire il y a une contradiction dans la correction, dans les corrections de ce type de questions. C'est-à-dire dans les corrections, à peu près, il y a des baccalauréats où ils considèrent que lorsque I de T est max, alors IC de T est nul. Et dans d'autres, ils considèrent que lorsque I de T est max, la tension UC n'est pas nulle. Mais, à vrai dire, et à mon avis là, c'est-à-dire, je considère que lorsque I de T est max, l'intensité qui parcourt le circuit RLC est max, alors UC de T est différent de 0. Et cela, on peut le montrer à partir de l'équation différentielle. On verra ça c'est-à-dire dans la correction de l'exercice. Alors, mais dans le cas contraire, ça reste vrai. C'est UC est max, alors I de T est égal à 0, c'est-à-dire l'intensité qui parcourt le circuit RLC, elle est nulle. Seulement ici, une remarque, cela n'est valable que dans le cas des oscillateurs électriques amortis, des oscillations amorties, c'est-à-dire où il y a une résistance. Dans le cas d'un circuit électrique idéal, LC, donc il reste vrai, CIT est max, alors IC égale à 0, et inversement, CUC est max, alors I de T est égal à 0. On verra ça en détail dans la correction de l'exercice. Alors maintenant, commençons la solution de cet exercice
Et commençons par la première question qui nous demande de quel régime correspond-il à la courbe I de t en justifiant la réponse. Donc, comme vous observez ici, que l'intensité I de t, c'est-à-dire son amplitude diminue au cours du temps. Hein. Vous voyez bien ici qu'il diminue. Hein. Il diminue au cours du temps. De plus, il s'agit ici d'un oscillateur, hein, pseudo-périodique, car il possède ici une pseudo-période, grand T. Donc, puisque l'amplitude de l'intensité I de t diminue au cours du temps, alors il s'agit d'un régime pseudo-périodique, hein, qui se caractérise, comme on a dit, par une pseudo-période grand T. La deuxième question, c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I de t qui traverse le circuit. Alors, dans ce cas-là, pour trouver l'équation différentielle, toujours on procède par écrire d'après une relation d'après la loi d'additivité des tensions en utilisant le circuit. Alors le circuit, voilà ce qu'on a ici. Ce circuit-là qui est constitué par deux éléments électriques, le condensateur et la bobine, qui ce sont des récepteurs. Donc pour un récepteur, toujours la tension est orientée en sens contraire de l'intensité. Voilà, comme vous observez ici. De plus, d'après la loi d'additivité des tensions, on a un boucle fermée, donc la somme des tensions est nulle. Donc UC plus UB égale à 0. Hein, UC plus UB égale à 0. De plus, on connaît bien que UB est égal à RI plus LDI sur DT. Et donc, on aura une équation où il y a UC plus RI plus LDI sur DT égale à 0. Donc, le problème qui se pose ici, ou comme j'ai dit déjà, la première difficulté qui se pose ici, c'est que comment transformer cette tension UC en intensité. Donc, il n'y a pas une relation directe entre UC et IC, mais on connaît bien qu'il y a une relation entre I et la dérivée de UC. Dans ce cas-là, pourquoi nous ne faisons pas apparaître dans cette équation-là la dérivée de UC par rapport à dt? Alors, donc, le technique pour c'est-à-dire résoudre ce petit problème, c'est qu'on fait la dérivée de cette expression par rapport au temps. Si je dérive l'expression UC plus RI plus L DI sur DT par rapport au temps, donc on aura D de UC sur DT plus R D de I sur DT plus L D de I sur DT2 égale à 0. Et on fait apparaître, dans ce cas-là, on fait apparaître la dérivée de UC par rapport à DT. Et on connaît bien que D de UC par rapport à DT est égal à 1 sur C fois I. On le remplace ici. Hein, on le remplace, on aura 1 sur CI plus R DI sur DT plus L D de I sur DT2 égale à 0. Si je divise le tout par L, donc on aura une équation différentielle de deuxième ordre sans second membre de la forme D de I sur DT2 plus R sur L DI sur DT plus 1 sur LC fois I est égal à 0. Et dans l'énoncé, il nous donne lambda qui est égal à R sur 2L. Et j'ajoute ici oméga 0, ça on le connaît, hein, dans le cas d'un circuit LC idéal, on le connaît que 1 sur LC, ce n'est rien que la pulsation propre de circuit idéal LC. Donc, si je remplace R sur L par 2 lambda et
1 sur LC par oméga 0, on aura l'équation différentielle de cette forme-là. Et on connaît bien en mathématiques que pour une condition qui est lambda au carré moins oméga 0 au carré supérieur à 0, le régime est pseudo-périodique. Pour un petit peu savoir comment cherchons cette expression-là, essayer de chercher la résolution d'une équation différentielle de deuxième ordre sans second membre. Donc vous aurez besoin d'une équation caractéristique qui est par exemple ici r carré plus 2 lambda r plus oméga 0 carré égale à 0. Vous cherchez delta et vous trouvez des conditions, des solutions. Donc je n'entre pas ici en détail, je vous laisse de chercher ça. Ce n'est pas au programme, hein, pour que ici je sois très clair. Alors, cette solution-là, il ne vous demande pas de le trouver. Il vous donne, hein, il vous donne, mais attention, l'équation différentielle est au programme. Il est déjà posé dans quelques baccalauréats de donner l'équation différentielle, par exemple, vérifier soit par UC de t ou la Q de t ou bien I de t. Donc, la solution de cette équation s'écrit sur la forme de I de t est égal à E moins lambda t cosinus de pi sur grand T fois T plus phi, avec des constantes A grand T phi qu'on le détermine à partir de la courbe et des conditions initiales qu'on peut les déduire à partir de la courbe. Alors maintenant, c'est ça la question 3. On détermine les constantes A, T et phi en exploitant cette courbe-là. La première chose, c'est que pour déterminer la période T, comme j'ai dit dans le rappel, ici, on va chercher un certain nombre de pseudo-périodes. Par exemple, voilà la première pseudo-période, le deuxième. Bon, ici, je vois bien que si je suis ici l'allure de cette courbe-là, donc ici, il coupe l'axe de temps au point 7 millisecondes. Et le nombre des périodes ici, c'est 2,5. Donc, je peux écrire une relation 2,5 fois t, c'est le pseudo-période, qui est égal à 7 millisecondes. Et on déduit que t est égal à 7 sur 2,5 qui est égal à 2,8 millisecondes. Alors, pour déterminer les deux autres constantes, A et phi, donc dans ce cas-là, on cherche les conditions initiales à partir de la courbe, de la figure qui est donnée. Donc, la première chose qu'on va chercher, on va chercher deux conditions très importantes qui sont données à la courbe. À l'instant t égale à 0, on a I de t égale à 0. Bon, ça, c'est bien. C'est une équation qui peut nous aider à trouver la phase phi. Maintenant, il me donne la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Pourquoi il nous donne la tangente à l'instant t égale à 0? C'est pour déterminer di sur dt à l'instant t égale à 0. Car cette équation-là aussi ne peut nous déterminer aussi la constante a. Car pour déterminer a et phi, on a besoin de ces deux équations-là. Donc, premièrement, pour faciliter un petit peu la tâche, dans ce qui vient, donc je calcule ce terme-là, ou cette expression-là, di sur dt à t égale à 0. Qu'est-ce qu'il représente di sur dt à t égale à 0? Il représente la variation de i par rapport à la variation de t. Ça veut dire que c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe, à la courbe de la figure à t égale à 0. Donc, comme vous observez ici, dans la courbe, alors j'ai ici la tangente, pour déterminer delta i sur delta t. Voilà, je prends delta i qui est égal à moins 15 moins 0, alors moins 15 milliampères moins 0, et je prends ici delta t, c'est 0,4 moins 0. Donc, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne moins 15 milliampères sur 0,4 millisecondes. Donc, c'est moins 15 sur 0,4.
Alors, moins 15 sur 0,4 est égal à moins 37,5 ampères par seconde. Remarquez bien ici que dI sur dt à t égale à 0, elle est négative. Et ça, c'est aussi très important. Alors, j'emporte I de t qui est égal à 0 dans la solution. Donc, j'aurai E à la puissance moins lambda t, c'est E0 qui est égal à 1. Et t égale à 0, oméga 0, t égale à 0. Donc, il me reste A cos phi qui est égal à 0. Et A est une constante, donc cos phi égale à 0. Voilà une équation. Mais cette équation-là me donne deux solutions possibles de phi. Plus pi sur 2 et moins pi sur 2. Et pour choisir l'une des deux solutions, on remarque que dI sur dt à t égale à 0 est inférieur à 0. Donc, premièrement, on va chercher la dérivée de U par rapport au temps. On dérive la solution de l'équation. Alors, si on dérive la solution de l'équation différentielle, on aura cette expression-là. Donc, ici, la dérivée de deux fonctions, c'est-à-dire la première fonction c'est A moins lambda t, la deuxième fonction, c'est cos de pi sur t plus phi. Donc en mathématiques, c'est f'g plus g'f. Donc on applique ça ici. Hein. N'oubliez pas que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Hein. Et la dérivée de l'exponentielle e moins lambda t, c'est moins lambda e moins lambda t. Alors si je le substitue tout ça dans cette équation-là, alors on fait moins a e moins lambda t, on factorise ici à cette expression-là. Et à t égale à 0, donc t égale à 0, ça égale à 0, ça égale à 1, et ça aussi est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins a lambda cos phi plus 2pi sur grand T sinus phi. Et tout ça, il est inférieur à 0. Donc pour nous, on cherche quel phi on doit choisir. Donc si phi toujours est égal à pi sur, soit moins pi sur 2 ou pi sur 2, alors le cosinus phi égale à 0. Donc si le cosinus phi égale à 0, donc il nous reste une seule relation, c'est quoi? C'est moins 2pi sur grand T sinus phi, qui est égal à qui est inférieur à 0. Donc pour que cette expression-là soit négative, il faut que sinus phi soit plus grand que 0. Donc sinus phi plus grand que 0, donc phi est égal à pi sur 2. Donc voilà, on a trouvé phi. Il nous reste maintenant A. Revenons à l'équation de dI sur dt à t égale à 0 qui est égal à moins 37,5 et qui est égal aussi à moins A de pi sur grand T sinus phi qui est égal à 1. Donc moins A de pi sur grand T est égal à moins 37,5, d'où A est égal à 37,5 multiplié par 2,8. Hein? 2,8 fois 10 moins 3, c'est la période en millisecondes, sur 2pi. Et on trouve 16,7 milliampères. Alors, pour répondre à la quatrième question, c'est déterminer la variation de l'énergie entre les instants T1 et T2. Je dois faire ici un rappel sur une étude énergétique, surtout sur les énergies dans un circuit oscillant, surtout dans LC et RLC. Bon, faisons un rappel sur les études énergétiques. Premièrement, on sait que le condensateur peut stocker de l'énergie électrique, notons cette énergie électrique E majuscule petite e. Donc E petite e est égal à 1 demi C UC au carré, ou bien 1 sur 2 C Q au carré. Et aussi la bobine peut aussi stocker de l'énergie magnétique EM, telle que EM est égal à 1 demi LI de T au carré. Et l'énergie totale du circuit, dans un circuit, on l'appelle ET, c'est la somme des deux énergies, c'est-à-dire EE plus EM, donc il nous donne 1 demi C UC au carré plus 1 demi LIT au carré. Alors l'énergie globale dans le circuit LC, c'est-à-dire où
ou le circuit idéal, cette énergie-là reste constante au cours du temps. On dit qu'il y a conservation de l'énergie globale du circuit. E est égal à une constante, c'est-à-dire la dérivée de E par rapport à dt égale à 0. On montre ce résultat théoriquement avec deux méthodes, en utilisant la solution de l'équation différentielle et aussi en utilisant directement l'équation différentielle. Donc on a ici deux méthodes. Alors je vous montre ces deux méthodes-là car ils se demandent dans des questions du baccalauréat. Alors pour la première méthode, on a ET est égal à EE plus EM, ce qui implique que ET est égal à 1 demi C UC au carré plus 1 demi LI au carré. Considérons que UC est égal à UM cosinus de pi sur T0, T, c'est la solution de l'équation différentielle et vérifiée par UC de T d'un circuit LC idéal. Et I de T, c'est C, D de UC sur DT, si je fais ici une dérivée. Donc on aurait ici quoi? On aurait moins C fois UM multiplié par 2pi sur T0 sinus de pi sur T0 T. Et attention que T0 ici est égal à 2pi racine de LC. Donc 2pi sera simplifié par 2pi. Il nous reste moins CUM sur racine de LC. Et ce terme-là, ce n'est que IM, c'est l'intensité maximale. C'est l'intensité, c'est l'élongation de I de T, qui est égale à I de T est égal à moins IM sinus de pi sur T0 T. Attention, cette relation-là, c'est très important dans les circuits LC. Idéal, c'est la relation qui lie IM avec UM. C'est la relation qui lie IM avec UM. Donc au total, si je remplace IC et IT par leur valeur, donc on a ET est égal à 1 demi C UM au carré cosinus carré de pi sur T0 T plus 1 demi L IM au carré sinus carré de pi sur T0 T. Et je remplace ici ce IM par CUM sur racine de LC. On fait ici, donc on simplifiait ici L par L, C par C, donc il nous reste quoi? Il nous reste 1 demi CUM au carré. Donc 1 demi CUM au carré, facteur de cos carré de pi sur T0T plus sinus carré de pi sur T0T, et ça c'est égal à 1, donc à la fin on trouve ET est égal à 1 demi CUM au carré, qui est égal aussi à 1 demi LIM au carré, ce qui montre bien que l'énergie totale du circuit LC reste constante, et cette constante-là, le voilà, 1 demi CUM au carré qui est égal à 1 demi LIM au carré. Cette relation-là aussi, c'est très important pour la solution de quelques exercices. Bon, maintenant, je vous donne aussi la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est-à-dire, il se base sur l'équation différentielle. Donc, puisque ET est constante, donc je cherche la dérivée pour montrer que ET est constante. Donc, pour chercher que ET est constante, il faut chercher la dérivée. Si la dérivée est nulle, donc ET c'est une constante. Mais cette méthode-là ne nous donne pas, c'est-à-dire l'expression de l'énergie totale. Seulement, il montre que ET égale à 0, c'est-à-dire il y a conservation de l'énergie totale au cours des oscillations. Donc, d de ET, si je dérive l'expression 1 demi C UC au carré plus 1 demi LI au carré, alors j'aurai d de ET sur dt est égal à 1 demi C d de UC au carré sur dt plus 1 demi L d de I au carré sur dt. Donc, j'utilise ici une relation ou bien je homogénise mon expression, soit je l'exprime en fonction de UC ou bien en fonction de I. Donc moi, je préfère de l'exprimer en fonction de UC, car je connais bien l'équation différentielle qui est vérifiée par la tension au bord du condensateur UC. Donc on sait bien que I est égal à C de UC sur dt. Donc je le remplace ici, I, donc c'est C de UC sur dt, et la dérivée de I sur dt, c'est C d de
UC sur dt2. Si je le substitue ici dans cette équation-là, on aura C de UC sur dt en facteur. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste UC plus LC d de UC sur dt2. Donc, vous voyez bien que cette expression-là, ce n'est que l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc, ça est égal à 0. C de UC sur dt est différent de 0. Donc, d de ET sur dt est égal à 0, ce qui implique que ET est constante. Maintenant, prenons le cas où le circuit a une résistance, c'est-à-dire au cours d'une étude expérimentale d'un circuit RLC série où la résistance globale du circuit n'est pas nulle. Et on visualise, à l'aide d'un système informatisé convenable, les courbes d'évolution des énergies EM, EE, ET en fonction du temps. Et on obtient, c'est-à-dire le graphe qu'on va obtenir ici, c'est cette graphe-là. Bon, ici, comme vous voyez ici, bon, essayons d'identifier ces deux courbes-là. Pour les identifier, bon, commençons par la courbe qui est en orange. Alors cette courbe-là, à l'instant t égale à 0, l'énergie n'est pas nulle. Alors, pour quelle est l'énergie où à l'instant t égale à 0 n'est pas nulle? C'est tout simplement, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur, car le condensateur porte une charge. Hein, il est chargé pour qu'il se décharge dans la bobine. Donc, la courbe qui est en orange, c'est l'énergie électrique, EE. Pour la bobine, I égale à 0, car il n'y a pas de courant dans la bobine. Donc, l'énergie EM égale à 0. Donc, la courbe qui est en vert, c'est l'énergie emmagasinée dans la bobine. Alors, première remarque. Remarquons bien ici, si l'intensité est maximale, regardons bien, l'intensité est maximale. Alors, l'intensité maximale, c'est ici, par exemple, le vert, la courbe qui est en vert. Alors, vous voyez bien ici que UC de T, ces deux extrêmes-là ne se coïncident pas. Hein? Si je projette ce point-là sur l'axe de temps, il ne se coïncide pas avec UC de T égale à 0. Donc, c'est ça ce que j'ai dit, que lorsque IT est maximal, UC est différent de 0. Et regardons le contraire, lorsque UC est maximal, alors vous voyez bien ici qu'il y a une symétrique ici, que I de T égale à 0. Hein? Mais ici, les deux parties du courbe, ça, dans cet intervalle-là, ne sont pas symétriques. Dans ce cas-là, ils sont symétriques. De plus, on constate qu'au cours de chaque période, hein, c'est-à-dire ici les périodes ici de ces deux courbes-là, attention, ça c'est aussi très important. La période, voilà, ça c'est la période des deux courbes-là. Hein. Donc, dans chaque période, par exemple ici, il y a 10 millisecondes. Donc, alors, dans chaque période, la période ici, T, par exemple, de l'énergie magnétique qui est emmagasinée dans la bobine, est égale à T0 sur 2. Si on exprime EM de T à partir d'une fonction sinusoïdale, on peut montrer que ce EM de T est une fonction périodique de période T0 sur 2. De plus qu'il y a échange d'énergie non équitable entre le condensateur et la bobine. Attention ici, l'échange qui se fait n'est pas équitable dans chaque période. Hein? C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'existence de la résistance R. Alors vous voyez bien ici que l'énergie totale, alors je parle ici de l'énergie, si je trace cette énergie totale, hein, donc cette énergie totale n'est pas constante. Donc vous voyez bien qu'il diminue au cours du temps, mais cette diminution, faites attention ici, il y a des paliers ici, hein, il y a des paliers.
et le palier, il est sur 10 sur chaque période, ici, sur 10, sur 20, etc. Donc la diminution n'est pas linéaire, premièrement, il n'est pas linéaire, et qui se transforme par effet Joule en énergie thermique dans la résistance. Et on peut montrer facilement que dans le cas RLC, que D de ET sur DT est égal à moins RI au carré. Alors pour faire cette démonstration-là, on peut faire la même chose que dans la deuxième méthode, que je fais avec la deuxième méthode, et vous allez trouver une équation différentielle. Mais l'équation différentielle vérifiée par ici de t, il y a un terme qui va exprimer cette RI au carré. Hein, cette RI au carré. Alors, maintenant, comment peut-on entretenir des oscillations non amorties? Alors, tout le monde connaît que les oscillations d'un circuit comportant une bobine et un condensateur sont toujours amorties, car le circuit possède toujours une résistance, une bobine, fil de connexion, etc. Donc, il y aura un amortissement. Donc, pratiquement, il en résulte des pertes d'énergie par effet Joule qui doivent être compensées si on veut entretenir ces oscillations-là. Alors, pour cela, on réalise le montage électrique suivant. C'est-à-dire, on va ajouter, on va monter en parallèle avec une bobine et un condensateur, un générateur qui on l'appelle générateur à résistance négative, UG, où la tension aux bornes de ce générateur-là est égale à K fois I. Donc on va déterminer ce K-là, on cherche à quoi est égal ce K. Alors pour entretenir ces oscillations, il faut que l'équation différentielle soit la même que celle d'un circuit LC idéal, c'est-à-dire D2UC sur DT2 plus 1 sur LC UC égale à 0. Bon, théoriquement, on va procéder de la façon suivante. À chaque instant, on peut appliquer la loi d'additivité des tensions. UAM est égal à UC plus UB, comme on a vu c'est-à-dire dans le circuit. Donc ici, on a UG. Ici, voilà le sens du courant. Donc, le sens de UC sera du haut en bas. Aussi, le sens de UB, c'est haut en bas. Donc, si j'applique ici la somme des tensions égale à 0, donc j'ai ici UB plus UC moins UG égale à 0. Donc, UG est égal à UB plus UC. Alors, on a d'après la loi d'additivité des tensions, UAM est égal à UC plus UB. Donc, UM est égal à KI, UC, hein, plus UB, UB c'est RI plus LDI sur DT. Et on sait que I est égal à DQ sur DT, qui est égal à C2 de UC sur DT. Donc on remplace I par I, c'est-à-dire par CD de UC sur DT, et DI sur DT par CD2 de UC sur DT2. Donc on aura KC d de UC sur dt est égal à RC d de UC sur dt plus LC d2 de UC sur dt2 plus UC. Donc on voit bien ici que si j'ordonne mon équation différentielle, j'aurai ici LC d de UC sur dt2 plus R moins K fois C d de UC sur dt plus UC égale à 0. Alors je vois bien ici que pour que cette équation différentielle sera la même équation différentielle d'un circuit LC idéal, donc il faut que cette expression-là soit égale à 0. Donc, pour que ça égale à 0, donc on doit K est égal à petit r au grand R. Donc on obtient l'équation différentielle suivante, d2UC sur dt2 plus 1 sur LCUC est égal à 0. Et on obtient des oscillations non amorties. C'est l'équation qui caractérise un oscillateur LC de résistance négligeable. Donc le montage étudié nous permet d'entretenir des oscillations. Alors maintenant, revenons à la solution de l'exercice et revenons à la question 4, c'est-à-dire calculer la variation de l'énergie
d'oscillateur entre les instants T1 égale à 0 et T2 est égal à 7 sur 4T. Premièrement, on sait que delta E, la variation de l'énergie delta E, est égale à, c'est-à-dire l'énergie totale à l'instant T2 moins l'énergie totale à l'instant T1. C'est-à-dire, ça, on peut le montrer sur la courbe suivante. Hein. Voilà, par exemple, je peux calculer, c'est-à-dire la variation de l'énergie entre l'instant T1 égale à 10 et l'instant T2 égale à 30. Donc, vous voyez bien ici que cette énergie, il y a diminution d'énergie ici. Donc, on va calculer cette diminution-là. Hein, on va le calculer. Donc, premièrement, on va calculer l'énergie totale à l'instant T1. À quoi est égale l'énergie totale à l'instant T1 dans le circuit? Est égale l'énergie électrique plus l'énergie magnétique à cet instant-là. Et cet instant-là, ce n'est rien que l'instant T égale à 0. Hein. Alors, à l'instant T égale à 0, on a IT est égal à 0. Et UC de T1 est égal à U, qui est égal à 6 volts. Donc, EM de T1 est égal à 0. Et EM de T2 est égal à 1 demi CU au carré. Donc ET1 est égal à EE de T1 est égal à 1 demi CU au carré. Bon, ça c'est très simple. ET1 est égal à 0,5, c'est-à-dire 1 demi 0,5 multiplié 10 moins 6 multiplié par 6 au carré 36, qui est égal à 18 fois 10 moins 6 joules. Alors maintenant, calculons l'énergie totale ET2 à l'instant T2. Donc cette énergie-là aussi est égale à l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant T2 plus l'énergie magnétique ou l'énergie emmagasinée dans la bobine à l'instant T2. Telle que cette énergie-là, à l'instant T est égale à 1 demi CUC au carré T2 et l'autre c'est 1 demi LI au carré T2. D'après la courbe de I de T, on a à l'instant T2 qui est égal à 7 quarts de T est égal à 4,9 millisecondes. On constate que I de T2 est égal à 10 milliampères. Il est maximal. Alors, vérifions ça sur la courbe de I de T. Donc, on a 7 quarts de T, c'est-à-dire 7T, ou la 1 quart multiplié, hein, 1 quart multiplié par 7. 1 quart multiplié par 7. Le 1 quart, donc ici, il y a, dans une période, il y a 4 quarts. Hein. Donc ici, il y a 4. Donc 1 quart plus 1 quart plus 1 quart plus 1 quart. Donc 4 quarts plus 5 quarts, 6 quarts, donc 7 quarts. Voilà, 7 quarts. Si 7 quarts, voilà 7 quarts. Si je le projette ici, c'est-à-dire je le projette ici, donc il me donne ici, il se coïncide bien avec l'intensité dans ce cas-là, avec une intensité maximale qui est égale à 10 milliampères. Donc l'intensité ici, elle est maximale. Donc EM de T2 est égal à 1 demi L I carré de T2 qui est égal à 0,5 fois 0,2, c'est L, fois 10 à la puissance moins 4. 10 milliampères, c'est 10 moins 2 ampères. 10 moins 4 qui donne 10 fois 10 moins 6 joules. Ça, c'est EM de T2. Maintenant, on va chercher EE de T2. Alors, pour EE de T2, on doit chercher UC de T2. Donc, pour chercher UC de T2, et ça, c'est la difficulté ou la remarque que j'ai fait dès le début, on utilise ici l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle, c'est quoi? C'est UC plus UB égale à 0. Ce qui implique que UC plus RI plus LDI sur DT égale à 0. À l'instant T2, on a IT2 est maximal. Qu'est-ce que ça veut dire maximal? Ça veut dire que DI sur DT est égal à 0. C'est-à-dire que UC de T2 plus RI de T2 est égal à 0. Attention ici, UC n'est pas nul. Donc, UC de T2 est égal à moins RI de T2. Donc, on a I de T2, c'est-à-dire l'intensité à l'instant T2,
est égal à 10 milliampères, donc moins 5 multiplié par 10 fois 10 moins 3, qui nous donne moins 5 fois 10 moins 2 volts. Ça, c'est UC. Donc l'énergie n'est pas nulle. Donc l'énergie emmagasinée dans le condensateur, il y a une énergie qui est emmagasinée dans le condensateur. Alors vous constatez ici, si je fais le calcul, je trouve ici 1,25 fois 10 moins 9 joules. Alors vous voyez bien ici que cette valeur-là, elle est très faible. Hein, mais il y a une énergie. Faites attention. Donc, E de T2 est égal à EE de T2 plus EM de T2 qui est égal à 1,25 fois 10 moins 9 plus 10 fois 10 moins 6. Donc, on voit bien que ce terme-là, elle est négligeable devant celle-là. Donc, il nous donne à peu près 10 moins 5 joules. Comme une remarque ici, l'énergie emmagasinée dans le condensateur est très négligeable dans ce cas, mais on ne dit pas qu'elle est nulle, car IT est maximale. Mais dans le cas où la tension au bord du condensateur est maximale, alors D de UC sur DT est égal à 0, alors I de T égale à 0. Hein? Donc, d'après cette relation-là, car I de T est égal à C fois D de UC sur DT égale à 0. Donc, à la fin, donc, delta E est égal à ET2 moins ET1 qui est égal à 10 moins 5 moins 18 fois 10 moins 6, c'est-à-dire 1,8 fois 10 moins 5, qui est égal à moins 8 fois 10 moins 6 joules. Alors, n'oubliez pas ici que ce signe, donc la justification ou l'explication, que ce signe moins indique bien la diminution d'énergie au cours des oscillations. Donc, le dipôle RC cède de l'énergie. Hein, au cours des oscillations-là, toujours il cède une énergie. Cette énergie-là, lorsqu'il cède, elle est dissipée par effet Joule dans la résistance de la bobine. Hein, voilà. Et merci.